Coucou! Aujourd'hui on va passer au niveau supérieur dans la publication de Hot Summer Nights. Si vous vous souvenez, la semaine dernière on avait parlé de comment écrire une nouvelle parce qu'il y avait une partie de mon recueil que je voulais étoffer un peu. Ceci étant fait, je peux désormais me consacrer à une étape trop souvent oubliée dans le processus d'écriture qui est la révision. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant de reprendre l'écriture, je pensais, comme certains d'entre vous probablement le pensent encore, qu'il suffisait d'écrire un livre et que c'est bon, on pouvait le publier. L'innocence des jours passés. Non seulement la révision fait partie intégrante du processus d'écriture, mais c'est aussi une des étapes les plus importantes. Tout d'abord, et comme pour la première fois, on va commencer par la théorie. Alors il faut bien différencier la révision en elle-même, qui est tout le processus, et les révisions, qui ont toutes un rôle différent. Premièrement, on a la révision dite développementale, qui sert plutôt à identifier si une histoire est bien développée, si les enjeux sont bons, et si la narration est uniforme. C'est vraiment plus une vision globale du récit. Ensuite, on a la révision structurelle qui se concentre sur l'écriture en elle-même et sur le style. Cette révision, elle aura tendance à repérer un excès de voix passive, beaucoup de répétitions, aussi bien en termes de mots qu'en termes de structure de phrases, et le fameux show don't tell, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'il mériterait sa propre vidéo. Une fois ces révisions faites et le manuscrit édité, on peut commencer la révision dite de correction. Cette révision se concentre principalement sur les erreurs de grammaire, d'orthographe et de syntaxe, mais aussi sur la ponctuation, d'où l'intérêt à mes yeux de faire ça sur un manuscrit qui est, sinon imprimé, au moins sur un support différent de là où l'histoire a été écrite pour la première fois. Ensuite, on a la relecture à proprement parler, qui se fait souvent sur le livre imprimé, puisque son but premier, c'est de voir tout ce qui est erreur de formatage, erreur de pagination et autres coquilles. Après, pendant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait un autre type de révision qui se concentre plus sur le potentiel marketing du livre, mais c'est une révision qui est à mes yeux beaucoup moins commune, surtout quand on écrit de la fiction, donc je vais pas m'étendre dessus, surtout que j'ai pas vraiment la connaissance pour. Typiquement, on recommande d'avoir au moins une personne différente par type de révision pour pouvoir avoir des personnes compétentes dans leur domaine et qui peuvent faire des critiques constructives et faire en sorte que l'auteur obtienne le meilleur manuscrit possible avant de l'envoyer à une maison d'édition ou de le publier. Ne vous en déplaise, je me suis lancée dans ce projet aussi pour mettre à l'épreuve ce que j'avais appris sur internet. Ça implique aussi bien de respecter certaines choses que de passer totalement sur d'autres. C'est ça l'avantage de l'autopublication, c'est qu'on est son propre maître. Et en l'occurrence, je ne compte pas engager une personne différente pour chaque type de révision. Je vais donc tenter de tout faire tout seul, mais en m'aidant de certains outils. Tout d'abord, pour la révision développementale, ici c'est un cas particulier. Le besoin est beaucoup moindre puisqu'une nouvelle n'a pas besoin d'être aussi développée qu'un roman, et elle laisse quand même beaucoup moins de place à l'erreur développementale. On a quand même moins de personnages, moins de lieux, et donc le risque d'erreur est quand même très bas. De même pour la révision structurelle, le fait que l'exercice soit vraiment très bref, et dans mon cas, j'ai une diversité des genres qui permettent d'éviter des répétitions de phrases au complet, chose que j'ai tendance à faire énormément quand j'écris un roman, donc c'est quelque chose que je ne négligerais pas si je devais publier un roman. Pour ces deux révisions, j'ai donc décidé de me contenter d'une relecture, mais pas n'importe comment non plus. J'ai d'abord fait une relecture à chaud, en suivant d'ailleurs les fameux conseils du Cambridge Introduction to Creative Writing, et ça m'a permis de faire les premiers ajustements en termes d'histoire et de voix. Typiquement, c'est à ce moment-là que j'ai pu identifier les éléments qui se retrouvaient à la fin du récit, mais qui n'y étaient pas au début parce que j'ai pu changer d'idée en cours de route. Ça m'arrive assez souvent même quand j'écris une nouvelle. Après le premier jet et cette relecture à chaud, j'ai laissé passer du temps, environ 2 mois, avant de relire une nouvelle fois un manuscrit à froid. Cette fois, ça me permettait de m'assurer que l'histoire me plaisait toujours autant, ce qui est extrêmement important pour moi. Les histoires que j'écris en général, c'est des histoires que j'ai envie de lire, et ça m'a permis aussi de m'assurer qu'elle était encore cohérente maintenant que, entre guillemets, le feu de l'action, le feu de l'écriture était passé. Et aussi, très important, voir si, maintenant qu'on a un peu oublié ce qu'on voulait écrire, savoir si ça fait toujours sens pour nous en fait. Ensuite, pour l'étape de révision et de correction, je me suis aidée d'un outil absolument magique, un éditeur de texte. Dans mon cas, Microsoft Word. Alors, les éditeurs de texte, on dirait pas comme ça, mais c'est très puissant. Ils sont souvent dotés d'un correcteur orthographique et maintenant ils ont même évolué pour avoir des correcteurs de grammaire et des correcteurs de style. Surtout pour Word en anglais, puisque c'est la langue dans laquelle est développé le logiciel. Par exemple, si j'oublie le S à la troisième personne du singulier en anglais, Word va me le signaler, pourtant c'est pas une faute d'orthographe. Il va me signaler que j'ai fait une faute de grammaire. Et pareil, j'ai tendance à écrire souvent inner.to, et là il va me dire que c'est une erreur de style et que je pourrais alléger ma phrase en écrivant juste to. Donc, un éditeur de texte, ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même vachement pratique. Ensuite, il y a 2 outils de style comme l'application Hemingway qui donne une note en fonction de l'âge qu'il estime nécessaire pour pouvoir lire votre récit, ou de grammaire comme Grammarly, mais je suis pas familière avec ces outils pour vous en parler correctement. Si vous avez besoin,
Je vous conseille de faire vos propres recherches, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Ensuite, pour la partie de ponctuation de cette révision, il n'y a malheureusement pas de solution magique. Je vous conseille fortement d'activer l'affichage des signes de mise en forme pour vous aider à repérer les erreurs typographiques. Soyez aussi bien au courant des conventions de ponctuation du langage dans lequel vous écrivez. Par exemple, en anglais, les guillemets sont différents, on n'utilise pas de tiret pour le dialogue et on met pas d'espace avant les 2 points. Alors qu'en français, à l'opposé, les guillemets sont des guillemets à la française. On a plusieurs types de tirets pour le dialogue, les tirets quadratins, les tirets semi-quadratins par exemple, et on encadre les 2 points par des espaces. Enfin, pour la relecture, cette étape a été partiellement faite dans mon cas quand j'ai reçu mon premier exemplaire de Hot Summer Nights relié. J'ai pu me rendre compte des erreurs de formatage à ce moment-là, vous les avez vues dans la vidéo d'introduction, et ces erreurs de formatage étaient là quand bien même j'avais utilisé un logiciel pour formater automatiquement mon manuscrit. Ce qui nous amène à la seconde partie de cette vidéo, le formatage intérieur du livre. Comme je vous l'ai déjà dit, le formatage intérieur d'un livre, ça fait partie de ces petits détails extrêmement chiants qui peuvent totalement détruire un livre. C'est ce qui différencie un livre professionnel d'un livre amateur. Pour Hot Summer Nights et pour la version actuelle des Invisibles, j'avais fait le choix d'utiliser l'éditeur de Ritzy pour cette étape. En gros, avec cet éditeur, il y a juste à taper son texte, utiliser des cliquer-glisser pour organiser les chapitres si besoin, et ensuite exporter le manuscrit pour avoir un livre formaté et prêt à l'impression. C'est un outil gratuit qui, même s'il est vachement cool, vient avec ses limites en termes de personnalisation. Il n'y a que 3 jeux de formatage pour l'instant, même si voilà, le logiciel évolue constamment pour proposer plus de choix. Mais encore une fois, voilà, c'est gratuit et c'est pas forcément aussi puissant qu'un outil qui pourrait être payant par exemple. Pour Pest, au contraire, j'avais fait le choix de tout formater entre guillemets à la main sur Word en m'aidant des modèles proposés par Lulu. Donc Lulu, ce n'est pas une personne, c'est l'éditeur qui imprime mes livres, donc aussi bien Hot Summer Nights que les Invisibles. C'est d'ailleurs un des premiers conseils que je vous donnerais si vous voulez formater votre livre et le faire imprimer. Regardez si l'imprimeur que vous choisissez ne propose pas ses propres modèles adaptés au format du livre que vous souhaitez imprimer. Je sais que Lulu propose des modèles pour les livres de poche, les livres grand format, etc. Et c'est le genre de choses qui facilite énormément la vie parce que c'est pareil, en général, quand on tape un document dans Word, le format de papier par défaut c'est un format A4. Et là, les modèles qu'ils proposent sont exactement à la taille de leur papier qu'ils vont utiliser pour l'impression. Donc c'est vraiment un gros gain de temps. Alors, j'ai pas trouvé de logiciel de bureau créé pour le formatage des livres à proprement parler, mais je sais que c'est aussi possible d'avoir de bons résultats avec des logiciels professionnels qui sont en général utilisés pour l'édition de magazines. Mais bien sûr, c'est des outils professionnels et ça coûte extrêmement cher de façon générale. On a aussi Scrivener, le logiciel de référence pour l'écriture de romans et de nouvelles, qui a apparemment aussi une fonction qui permet d'exporter un manuscrit formaté, au moins pour un export e-book. Je sais que YWriter6 le fait aussi. Après voilà, si vous voulez publier qu'une version digitale de votre livre, ça peut être assez intéressant. Mais après, je sais pas ce que ça vaut si vous voulez le faire imprimer. Bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours l'option d'engager quelqu'un spécifiquement pour cette tâche, mais vous l'aurez compris, ça fait pas partie vraiment des options que moi je vais considérer pour mon cas. Et puisque j'ai déjà utilisé Ritzy pour la pression de Hot Summer Nights, ça fait que tout est déjà tapé dans le logiciel, et que, à mes yeux, en comparant avec les autres livres que j'ai chez moi, le rendu pour un livre de poche est plutôt satisfaisant. Contrairement au rendu pour un livre grand format, typiquement Les Invisibles, le rendu est pas ouf, donc à voir pour une autre impression. Mais vu que Hot Summer Nights, j'ai l'intention de publier qu'en poche, je vais rester sur Etsy. Maintenant que tout ça est fait, il me reste plus qu'à commander un exemplaire de vérification pour faire la relecture finale avant la publication. Mais on peut pas commander un livre sans couverture et sans 4ème de couverture. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Ou pas. Winter is coming. Et je vous fais des bisous!